Bonjour à tous, on est maintenant rendu à notre partie de la semaine qu'on répond aux questions des gens sur Facebook. Fait qu'allons-y avec les premières questions. On va avec une question de Kevin qui me demande quelles sont les meilleures clauses à intégrer dans un bail résidentiel. Une des clauses que j'aime beaucoup intégrer, c'est quand on est capable d'avoir quelqu'un qui va endosser le bail, pas endosser, mais supporter le bail comme un parent ou un ami ou de la famille, c'est une des meilleures clauses à mettre dedans. Et ayez les règlements d'immeuble. Ayez une feuille de règlement d'immeuble. C'est comme 50 clauses que vous venez de mettre dans votre bail en mettant des clauses, c'est ce type de clauses-là. On s'en va maintenant avec la prochaine question. Michael, peut-on acheter un 3 ou 4 logements en propriétaire occupant au nom d'une compagnie avec un associé qui est dans la compagnie? Oui, Michael, on peut le faire, mais ce n'est pas avantageux de le faire avec une compagnie et je t'explique pourquoi. Parce qu'une compagnie, tu ne peux pas être propriétaire occupant et profiter de l'exemption de gains en capital pour ta résidence principale. Fait que vois un fiscaliste, regarde avec lui, mais d'après moi, ce n'est pas avantageux de le faire avec une compagnie. Tu es mieux de le faire au nom personnel pour avoir ton exemption de gains en capital. On s'en va maintenant avec Étienne. Est-ce possible de tenir un prêt privé pour obtenir une mise de fonds totalisant 20 et ensuite le rembourser avec l'équité de notre achat? Si oui, est-ce que vous le conseillez? C'est sûr que je le conseille. C'est une des techniques qu'on utilise pour acheter des immeubles. Fait que, par exemple, tu payes un immeuble 500 000, tu prends un prêt privé pour le montant où tu donnes en garantie. Et ensuite de ça, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu refinances à la banque à 600 000 et tu redonnes le prêt privé à ton investisseur. Et toi, ça te permet de rentrer dans le deal avec 0 mise de fonds. Fait que vous voyez, c'est des techniques qu'on peut utiliser. Oui, c'est une bonne technique. On s'en va maintenant avec Malik. Faut-il avoir un travail stable et un bon salaire pour pouvoir décrocher un prêt pour acheter son premier immeuble? Il y a 2 façons de faire. C'est soit que tu as un bon salaire pour être capable d'avoir le prêt, ou qu'est-ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un partenaire que lui, il a le bon salaire et t'investit avec cette personne-là. Fait que tu as 50-50 dans l'immeuble, par exemple, et lui, c'est lui qui va comme garantir le prêt. Une belle façon de faire. Maintenant, Steve, quelles sont les meilleures façons de publicité pour louer un logement vacant dans un marché difficile? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? C'est d'avoir des belles photos. Même pour mes logements à louer, j'ai un photographe professionnel qui vient prendre des photos, pareil comme si je venais le vendre l'immeuble. Et c'est sûr qu'il faut avertir le locataire avant qu'on fasse un petit ménage pour que les photos soient belles, mais c'est la meilleure façon de faire. Si tu as des belles photos, un bon titre accrocheur, tu vas te démarquer des autres qui ont pris des photos avec des cellulaires, puis un soir, une nuit, puis qu'on ne vaut pas à moitié dessus. Un bon petit truc pour toi, Steve. Mathieu, en tant qu'investisseur, courtier immobilier, courtier résidentiel, commercial résidentiel, comment suggérez-vous pour trouver des clients investisseurs? Qu'est-ce que je comprends, c'est que tu cherches des gens qui veulent acheter des immeubles. Bien, c'est en se tenant où que ces gens-là sont. C'est où qui sont ces gens-là? Je ne veux pas faire de pub de mes soirées mensuelles ImoFacil, mais il y en a beaucoup qui sont là aussi. Dans les soirées, entre 300 et 400 personnes sont là. Et normalement, j'ai tout le temps juste 1 ou 2 courtiers immobiliers. Donc, il y a un courtier pour 150 personnes. Donc, ça vaut la peine d'être dans ces soirées-là. Suivre des formations aussi. Souvent, je dis tout le temps dans mon coaching double, les gens qui suivent le coaching, tu viens suivre le coaching et ton cours est gratuit parce que tu vas avoir plein de gens qui vont venir se coller après toi, qui vont vouloir investir après toi. Avec toi, je veux dire. On s'en va maintenant avec Jean. Est-ce vrai que si on fait une transaction avec un prêteur privé, on ne peut plus se faire financer dans une institution financière? C'est pas vrai parce que j'en fais à chaque année des prêts avec des prêteurs privés. Si tu vas chercher, il y a des compagnies, des banques qui sont à plus haut risque. Et là, quand que les banques voient que tu étais avec un prêteur privé qui est à 8-9 je ne me rappelle plus du nom de ces banques-là, les banques régulières ont plus de réticence. Pourquoi qui était avec ce type de banque-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu de la misère? C'est que ça fait poser des questions,
Mais si tu es en investissement immobilier, c'est normal que tu aies des prêts privés, donc il n'y aura pas trop de questions qui vont être posées. On s'en va maintenant avec Francis Simoneau. Salut Ghislain, avec une équité très intéressante, que pouvez-vous me recommander? Acheter un immeuble à revenu comptant ou acheter quelques immeubles à revenu avec une mise de fonds pour chaque immeuble? Très facile, Francis, si tu veux avoir plusieurs immeubles à revenus. C'est sûr que si dans la vie, tu vas avoir juste un immeuble à revenus, tu le payes comptant, tu vas avoir un bon revenu, puis that's it. Mais si tu veux en acheter plusieurs, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu fasses ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu achètes 20 15 ou 25 de mise de fonds. Donc, si tu mets 20 de mise de fonds, tu es capable d'acheter 5 immeubles. Si tu mets 100 de mise de fonds, tu es capable d'en acheter un. Et je peux te dire que 5 immeubles vont te rapporter plus, même s'il y a une hypothèque, que si tu avais juste un immeuble sans hypothèque. Fait que c'est ça les trucs. Quand on a de l'équité, on essaie d'utiliser l'effet de levier. Fait que merci à tous.